L'Afrique ne veut plus être mêlée aux guerres mondiales occidentales. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'Afrique ne veut plus être mêlée aux guerres mondiales occidentales? D'abord, je commence par rappeler que l'Afrique a été mêlée de gré ou de force aux guerres mondiales occidentales par deux grandes fois dans l'histoire. Lors de la Première Guerre mondiale, l'Afrique, qui est déjà l'objet d'assauts coloniaux, notamment à partir du XVIIIe siècle, l'Afrique va voir plusieurs de ses ressortissants enrôlés de force dans les armées coloniales pour venir mener une guerre qui oppose les nationalités européennes et dont l'élément déclencheur connu, immédiat en tout cas connu, c'est l'assassinat le 28 juin 1914 du prince Ferdinand d'Autriche-Hongrie à Sarajevo. On tue le prince Ferdinand d'Autriche-Hongrie à Sarajevo. Et des Africains vont partir de Douala, de Bamako. Ils vont partir de Libreville. Ils vont partir de Bangui. Ils vont partir d'Abidjan. Ils vont partir de Bouaké. Ils vont partir de Dakar. Ils vont partir de N'Djamena, de Sar, pour aller mourir. Ici, en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils sont ressortissants des colonies britanniques, des colonies allemandes, des colonies françaises d'Afrique, enrôlés de gré ou de force. Mieux, on va même utiliser des Africains pour coloniser l'Afrique. Car le corps qui est créé en 1854 et qui s'appelle les tirailleurs sénégalais a pour première fonction d'accompagner l'armée coloniale française dans la pénétration coloniale en Afrique. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, celle de 39-45, la puissance française, défaite par l'Allemagne nazie, recourt à nouveau à la main-d'œuvre militaire africaine. Le général de Gaulle proclame Brazzaville capitale de la France libre. Cette Brazzaville qui doit changer de nom. Car Brazza, eh bien, a une ville au Congo, alors que les Brazzavillois n'ont pas le droit d'entrer au pays de Savorian de Brazza, sans visa. C'est une incongruité que de continuer à donner à Brazza une ville, alors que c'était un colon. Donc quelqu'un qui venait imposer ses quatre volontés dans le pays des gens contre leur gré. Il ne mérite pas le nom d'une capitale africaine. Il est temps que le Congo change et que cette aberration s'efface. Je ferme cette parenthèse. La Deuxième Guerre mondiale n'a jamais été une guerre africaine. C'est une guerre européenne, dans laquelle les Africains ont été amenés manu militari. Pourquoi? Parce qu'ils constituaient l'avant-garde de l'armée coloniale française. Les ressortissants des 15 pays, notamment, colonies françaises d'Afrique, qui sont enrôlés, vont servir de chair à canon de première ligne pour la libération de la France de la domination nazie. Or, à peine ont-ils obtenu ce résultat, permis à la nation française de recouvrer sa souveraineté, que lorsque certains d'entre eux vont demander à bénéficier du même traitement que leurs collègues français, blancs, et à bénéficier de la même souveraineté que la France qu'ils ont libérée a obtenue, ils vont se faire massacrer, comme ce fut le cas notamment à Tiaroy en 1944. Donc, il y a eu deux guerres qu'on appelle mondiales, mais c'était des guerres occidentales. Les Africains s'y sont retrouvés comme chair à canon, contre leur volonté. Et là, au cœur de l'Occident, pèse désormais la menace d'une troisième guerre mondiale. Celle-là, courant le risque d'être une guerre nucléaire. Je rappelle que dans les deux guerres mondiales, on évalue à près de 2 millions de morts les Africains qui se sont sacrifiés pour les nations coloniales occidentales, les Africains qui sont morts entre autres pour la France. Quand on fait la somme, on approche un chiffre de près de 2 millions. Bien sûr que ceux qui ont bénéficié du sacrifice des Africains auront tendance à minorer le chiffre. Et ceux qui sont conscients de la grandeur du sacrifice des Africains auront tendance à le maximiser.
Mais dans tous les cas, ce sont plusieurs centaines de milliers d'Africains, plus d'1 million, qui sont morts pour la France, à chacune de ces guerres. Leurs descendants constituent la majorité des personnes qui sont dans les centres d'expulsion et de rétention du territoire français. Les descendants des pays qui ont donné des troupes pour la libération de la France constituent l'essentiel des expulsés, des traqués, de tous les centres de rétention et de lutte contre l'immigration dans toute l'Union européenne. Ceux qui se sont battus pour que l'Europe soit libérée du nazisme sont les immigrés les plus indésirables du continent européen au moment où je vous parle. Bon. Dans ces conditions où, par au moins 2 fois, on a entraîné les Africains dans des guerres mondiales qui n'étaient pas africaines, mais qui étaient européennes, et où les Africains, eh bien, sont passés par perte et profit, une fois ces guerres mondiales achevées, la 3e guerre mondiale qui menace le monde à travers un conflit eurasiatique entre l'OTAN d'un côté et la Russie de l'autre, à travers l'Ukraine, dans cette 3e guerre mondiale, pour ma part, je vois encore une tentative d'impliquer les Africains. D'abord, on a tenté d'enrôler les Africains, physiquement. Je vous rappelle qu'il y a eu des échauffements entre les Ukrainiens et les Africains, lorsqu'à partir, par exemple, de la place de Dakar, l'armée ukrainienne a voulu recruter les Africains pour les amener combattre la Russie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Au moment où la Russie est en train de gagner sa guerre contre l'OTAN à travers l'Ukraine, et où le changement remarquable qui a eu lieu aux États-Unis rebat les cartes de l'équilibre de l'Occident, et au moment où on assiste à l'effondrement de l'OTAN, est en train de se reconstituer en Europe un bloc qui veut en découdre militairement avec la Russie. Mais le bloc qui veut en découdre militairement avec la Russie, de facto, si cela devait arriver, ce bloc entraînerait, eh bien, la situation militaire eurasiatique dans une guerre nucléaire. Pourquoi? Parce que dans ce bloc, il y a des puissances nucléaires, comme la France ou la Grande-Bretagne. De facto, si le bloc qui veut aujourd'hui régler militairement les comptes à Poutine entrait frontalement en guerre avec lui en Ukraine, nous serions dans une guerre nucléaire. Et nous serions dans une 3e guerre, eh bien, de conséquences mondiales. Alors, comment veut-on impliquer l'Afrique dans cette affaire? Il n'y a pas simplement le fait qu'on va tenter de voir si on peut encore recruter des Africains pour aller mourir dans une affaire où, comme par le passé, ils n'ont rien tiré de bon. Non. La grande question que pose la guerre, c'est celle des moyens permettant de la mener. Vous savez que l'industrie de guerre est extrêmement boulimique en matières premières. Le fer, le cuivre, l'uranium, le manganèse, le coltan, le cobalt, le lithium, toutes les matières premières dont l'Afrique regorge sont des matières premières utiles à l'industrie de guerre. Si l'Europe venait à s'installer dans une guerre de haute intensité et de long terme, elle aurait besoin d'approvisionnement en matières premières stratégiques pour que son industrie soit capable de la mettre relativement à la hauteur, par exemple, de l'armée russe ou de l'armée chinoise. La grande question qui se pose est la suivante. Où les Européens trouveraient-ils les matières premières? La réponse se trouve dans la lettre, écrite le 2 août 1939 par le savant germano-américain Albert Einstein au président américain Franklin Delano Roosevelt. Einstein expliquait qu'il ne faudrait jamais laisser les Congolais, plus amplement les Africains, être les maîtres de leurs matières premières. Car les matières premières qu'il y a dans le sous-sol africain sont des matières premières hautement utiles à l'industrie en général et à l'industrie militaire stratégique en particulier. Einstein expliquait au président Roosevelt, il faut tout faire pour que les matières premières africaines, 1, ne soient pas sous le contrôle des Africains, 2, ne tombent pas sous le contrôle des Soviétiques et à l'époque, ne tombent pas sous le contrôle des nazis. Le même dispositif mental habite aujourd'hui l'élite européenne. Lorsque, à l'occasion de plusieurs de ces réunions internationales, cette élite a prononcé la phrase suivante: l'Afrique est l'avenir de l'Europe. Ce sont les mots du président Emmanuel Macron.
On entend de manière répétitive dans le discours géopolitique, géostratégique de l'élite européenne actuelle la phrase suivante: l'Afrique est l'avenir de l'Europe. Que signifie cette phrase, répétée plusieurs fois par le président Emmanuel Macron? Elle signifie que l'Europe compte sur les matières premières africaines pour maintenir son rang de puissance. Or, c'est ce modèle-là qui a permis à la France de demeurer tout au long du XXe siècle et jusqu'à maintenant une puissance, même si maintenant elle est une puissance déclinante. Donc, c'est ce modèle que l'Europe, qui veut aller en guerre, aurait tendance tout naturellement à renouveler. Ce qui veut dire que les volontés guerrières de l'Europe signifient une pression supplémentaire sur les ressources naturelles de l'Afrique. C'est-à-dire, signifie un très grand risque de déstabilisation africaine supplémentaire. Si l'Europe veut mener la guerre, il faut que l'Europe possède des matières premières. Or, l'Europe ne possède pas de matières premières. Par conséquent, l'Afrique, qui possède des matières premières, va se retrouver sous la pression européenne afin que l'Europe soit fournie en matières premières, lui permettant de se maintenir dans le jeu des puissances. D'autant plus que l'Europe est en passe de devenir orpheline de la protection de la grande puissance occidentalo-américaine. Dans ces conditions, les Africaines et les Africains qui écoutent cette émission, et que je prie de la partager, sont priés de constater que nous devons hâter en Afrique la récupération de nos souverainetés. Nous devons tout faire pour que dans la plupart de nos pays, ce soit des gouvernements panafricanistes révolutionnaires et populaires qui soient au pouvoir. Parce que dans tous les pays africains qui sont dirigés par des valets du néocolonialisme et de l'impérialisme, nous aurons des gens serviles qui vont brader, une fois de plus, les ressources stratégiques de l'Afrique pour renforcer le duel eurasiatique au détriment de la sécurité et de la paix mondiale. Si nous avons à la tête des pays africains des élites qui sont l'émanation des mouvements populaires, des révolutions panafricanistes, des élites qui ont l'amour du peuple africain chevillé à l'âme, les matières premières africaines ne seront pas bradées et l'Europe sera obligée d'accepter d'être une puissance moyenne, d'accepter de négocier consensuellement et pacifiquement dans le marché du monde celle des ressources qu'on veut bien lui céder, au prix auquel on veut les lui céder. Ceci permettra de sauver la paix. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? La souveraineté africaine est une condition essentielle de la paix mondiale. Moins l'Afrique sera souveraine, plus l'Afrique sera pillée. Plus l'Afrique sera pillée, plus le modèle guerrier de l'oligarchie européenne sera alimenté. Et plus le monde sera déstabilisé. Il faut donc rater la révolution africaine. Il faut accélérer la révolution africaine, non seulement pour sauver l'Afrique du grand péril de la dépossession ultime qui la menace, et qui en réalité a justifié l'invasion terroriste, financée, armée, organisée par les impérialistes otaniens. Il faut hâter l'émancipation de l'Afrique, d'une part, et d'autre part, il faut obliger l'élite européenne à revoir son modèle de puissance et à accepter d'entrer dans la dynamique du monde multipolaire, c'est-à-dire un monde de consensus, de négociation, un monde sans domination de l'Amérique, de la Russie, de la Chine, de l'Europe ou même simplement de l'Afrique sur les autres parties du monde, un monde qui progressivement s'achemine vers un état de droit respectueux des souverainetés. Voilà l'enjeu. Je voulais donc, à l'occasion de cette conférence, dire que pour ma part, j'appelle les Africaines et les Africains, les dirigeants africains, les mouvements politiques, les partis politiques, les activistes, les militants africains, à hâter partout où nous sommes en retard le processus de la révolution africaine. Parce que cette logique de va-t-en-guerre, qui aujourd'hui enfièvre l'oligarchie à la tête de l'Europe, cette logique signifie que l'Afrique est de nouveau et encore plus en danger. Car cette oligarchie aura besoin des matières premières africaines pour nourrir son modèle de puissance. Il faut se préparer à lui résister. Il faut se préparer à lui imposer une politique internationale raisonnable, modeste, humble, respectueuse de tous les peuples, et notamment du peuple africain. L'Afrique ne veut plus être mêlée aux guerres mondiales occidentales
pour 5 raisons. Première raison, tous les sacrifices que l'Afrique a consentis pour ces guerres mondiales ne lui ont rien rapporté de bon. Deuxième raison, les puissances qui ont bénéficié de la main-d'œuvre militaire africaine se trouvent être les puissances qui continuent de vouloir soumettre l'Afrique aujourd'hui. Donc, qui n'ont pas tiré des leçons de leur passé négrier, colonial, néocolonial et de leur présent impérialiste. Troisième raison pour laquelle l'Afrique ne veut pas être mêlée. L'Afrique possède la matière grise. Elle possède la démographie. Elle possède le génie suffisant pour se développer. Elle n'a plus besoin de l'aide au développement. L'Afrique n'a plus besoin de l'USAID. L'Afrique n'a plus besoin du FMI et de la Banque mondiale. L'Afrique n'a plus besoin de pansements sur les jambes de bois. L'Afrique a besoin de sécurité. Elle a besoin de paix. Elle a besoin de libérer son intelligence. Elle a besoin de s'assumer dans le monde. Et c'est ce qu'elle doit faire. Quatrième raison pour laquelle l'Afrique ne veut plus participer à ces guerres. Ces guerres sont dangereuses pour toute l'espèce humaine. Parce que pour la première fois, nous ne sommes plus dans un schéma de la guerre classique. Nous sommes essentiellement dans un schéma qui pourrait nous conduire à l'apocalypse de l'espèce humaine. Les Africains, qui sont le berceau de l'humanité, ne veulent pas être co-responsables de la disparition de l'espèce humaine, qui est une espèce médiatrice entre le monde animal et le monde ancestral divin. Nous, Africains, ne voulons pas être complices de la disparition de l'homme, car nous sommes le berceau de l'homme, et nous voulons être, tout naturellement, eh bien, le lieu de son salut. Cinquième et dernière raison, mais écoutez, l'Afrique ne veut pas participer aux guerres mondiales occidentales parce que ces guerres mondiales occidentales, eh bien, ont par le passé suffisamment indiqué la nécessité de sortir du modèle hégémonique. Elles ont été provoquées par des rivalités de puissance des guerres de nationalité. Tout le monde sait aujourd'hui que le modèle dont la Terre a besoin, ce n'est plus le modèle d'une puissance qui domine le monde entier, ou un groupe de puissances qui domine le monde entier. On a besoin d'un modèle dit du monde multipolaire, c'est-à-dire un équilibre de puissance, des pôles de puissance entre lesquels des pratiques de négociation, de consensus, de dialogue, des pratiques de commerce apaisé, des pratiques d'avantages comparatifs. Eh bien, ce sont ces pratiques-là qui peuvent permettre à l'humanité d'être vivante à la fin du XXIe siècle. Voilà les 5 raisons pour lesquelles l'Afrique refuse. Et je vous invite à dire sur tous vos réseaux sociaux que nous, Africains, de toute la planète, refusons que notre continent serve à nouveau de marchepied ou de fournisseur de matières premières pour la future 3e guerre mondiale nucléaire. L'Afrique refuse. Et voilà pourquoi l'Afrique accélère ses révolutions. L'Afrique accélère sa lutte contre les dictatures, les fraudes électorales, sa lutte contre les de constitution. L'Afrique accélère tout cela et doit l'accélérer pour que la catastrophe du monde ne la trouve pas une fois de plus, une fois de trop, impréparée. Alors, en Afrique de l'Ouest, il y a un grand événement qui a eu lieu ces derniers jours. C'est le périple du nouveau président élu du Ghana, John Mahama Dramani. John Mahama Dramani a entrepris une succession de visites diplomatiques importantes. Il a commencé par se rendre en Côte d'Ivoire, où il a rencontré Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans le but de troubler toute l'Afrique. Bon. Arrivé là-bas, Alassane Dramane Ouattara, aidé par les médias france-africains, RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, Le Monde, Alassane Dramane Ouattara, avec l'AFP, avec tous les médias ivoiriens à sa botte, a tenté de tordre le sens de la visite de John Mahama Dramani et de lui faire répéter ses éléments de langage. Comme quoi, John Mahama Dramani, de retour au pouvoir à Accra au Ghana, avait désormais pour mission d'aller ramener les 3 pays prétendument égarés, perdus de l'AES dans la CEDEAO. Astaghfirullah. Quand les Africains regardaient les déclarations de Ouattara et de John Mahama Dramani à Abidjan,
le sang des Africains ne faisait qu'un tour. Hein? Alassane Dramane Ouattara, eh bien, surenchérissait avec enthousiasme, excitation, jubilation. Alassane Ouattara était fiévreux, il était même effervescent, à l'idée que John Mahamad Dramani tomberait dans le piège qu'il avait tendu aux aventuriers ambigus de Dakar. En effet, Alassane Dramane Ouattara avait entraîné dans la prédication de la CEDEAO un certain Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce qui constituait la première faille, le premier faux pas du jeune président sénégalais. Quand arrivé à Abidjan, il chanta les louanges de la prétendue démocratie de Ouattara Dramane et jura ses grands dieux qu'il se rendrait dans l'AES afin de ramener les brebis perdues du Mali, du Burkina Faso et du Niger dans l'enclos de l'organisation néocoloniale de la CEDEAO. Mais croire que John Mahamad Dramani tomberait aussi facilement dans le piège du satrape reptilien venu de Sindou, c'était ignorer qui est John Mahamad Dramani. Il a quand même en lui un certain sang panafricaniste révolutionnaire qui lui a été inoculé par le mentorat du Flying Lieutenant président John Jerry Rawlings. Il a quand même en lui une profonde vénération du grand panafricaniste révolutionnaire du Ghana, le camarade de docteur président Francis Kofi Kwame Nkrumah, l'auteur du conscientisme et du grand ouvrage Africa Must Unite. Oui, dans le sang de John Mahamad Dramani coulent les grands alluvions de la doctrine panafricaniste. D'ailleurs, récemment encore, John Mahamad Dramani a eu le courage de dénoncer la CIA, Central Intelligence Agency américaine, comme étant coupable du coup d'État qui a vu tomber en 1966 le président Francis Kofi Kwame Nkrumah. John Mahamad Dramani s'est basé sur les documents déclassifiés de la CIA pour déclarer, il y a une semaine, que ce sont les Américains qui ont renversé le président du Ghana et que c'était une foutaise et qu'il était hors de question que cela recommence. Donc, Alassane Dramane Ouattara croyait avoir recruté un nouveau mouton qu'il entraînerait tout naturellement vers le sacrifice. Alassane Dramane Ouattara croyait avoir pris un dindon et il aiguisait son couteau en graissant ses dents et en affûtant littéralement les perspectives d'une implosion espérée de l'AES à travers le cheval de Troie John Mahamad Dramani qu'il enverrait pour embrouiller, emberlificoter, mélanger, confondre les leaders du Mali, du Burkina Faso et du Niger. John Mahamad Dramani, tout le temps qu'il était à Abidjan, en présence du satrape reptilien, faisait profil bas. Mais John Mahamad Dramani, dans son cœur, disait la chanson qu'Alassane Dramane Ouattara chanterait dès que lui, John Mahamad Dramani, mettrait ses pieds au Mali, puis au Burkina Faso, puis au Niger. Tout le monde connaît la formidable chanson que Ouattara Dramane chante depuis que John Mahamad Dramani a commencé à visiter les pays de l'AES. La chanson est célèbre, elle dit « Kasongo yeye, mobali nangai, Kasongo mbona weo, mobali nangai, Kasongo yeye, mobali nangai, Kasongo mbona weo, songa libala, mbona weo yeye, Kasongo mbona weo, mobali nangai. » En effet, dès que John Mahamad Dramani a engagé son premier voyage vers le Mali, non seulement il dégagea la veste occidentale avec laquelle il flattait Ouattara Dramane pour porter un treillis de style militaire afin de se présenter devant le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, en bonne et due forme. C'est au garde à vous que John Mahamad Dramani s'est présenté devant le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Alassane Dramane Ouattara suivait la scène de très près. Je l'ai entendu dans mon téléphone rouge en train d'observer la conférence de presse entre les deux. Alassane Ouattara attendait que John Mahamad Dramani prononce les mots, littéralement fatidiques. We are here to make all our efforts so that
the Sahelian State Alliance will come back into the ECOWAS. Nous sommes venus ici pour faire tous nos efforts pour que l'Alliance des États du Sahel retourne à l'intérieur de la CEDEAO. Ouattara attendait cette phrase. Qu'est-ce qu'il a entendu? We are here to manage all efforts so that the cooperation between Mali and Ghana will improve. Nous sommes ici pour tout faire pour que la coopération entre le Mali et le Ghana progresse. Astaghfirullah. On a entendu Alassane Dramane Ouattara sortir ses jurons favoris. Nyamorode, Batrade, Dangaden, Astaghfirullah. Mais Dominique, mais ce John Mahama, ce Ghanéen là, mais c'est un vaurien. C'est un vaurien au carré, mais c'est pas ce qu'on s'était dit à Abidjan. Oui, chou, qu'elle lui répondait. Ouattara se disait, bon, si ça se trouve, en fait, il va changer de discours quand il va arriver au Burkina. Il sait quand même que je lui ai demandé de secouer le Burkina. Il sait que c'est quand même mon pays natal. Hein. Faut qu'il parle fort là-bas. Chou, c'est pas ton pays natal, tu es de Dembokro. Tu as dit que tu es né à Dembokro. Mais, Dominique, ça c'est mon acte de naissance officiel. Tout le monde sait que je suis de Saint-Dou. En tout cas, je compte sur John Mahama. John Mahama Dramani, président du Ghana, atterri au Burkina Faso. Quand il a vu le capitaine Ibrahim Traoré, il a oublié tout ce que Ouattara lui avait dit à Abidjan. Oh, my president, my captain, my wonderful captain. You remember me, Sankara. You are, oh, wonderful. I'm so proud of you. Mon capitaine. Ah, qu'est-ce que vous me rappelez le président Thomas Sankara. Nous sommes tellement fiers de vous, mon capitaine. Ah, on peut faire ça. Alassane Ouattara, une fois de plus, au téléphone rouge. Mais, ce Ghanéen, c'est vraiment un filou. Hein. C'est un grigou fini, hein. Dominique, il ne répète aucun élément de langage. C'est RFI, France 24 et Le Monde qui sont seuls en train de parler de retour dans la CEDEAO. Mais John Mahama Dramani, il s'en fout. Hein. Chou, je t'avais dit que ce Ghanéen-là, il fallait se méfier d'eux. Je t'ai dit que c'était un héritier de John Jerry Rawlings, chou. Hein. C'est le même individu qui s'amène à Niamey au Niger. Mais quand il voit le costaud général Abdourahmane Tiani, président de la transition, chef de l'État du Niger, astaghfirullah. Mais il a oublié, même la photo de Ouattara est sortie de la tête. La photo de Ouattara est sortie de la tête de John Mahama Dramani. Si vous demandiez à Niamey, à John Mahama Dramani, qui est Alassane Dramane Ouattara, il vous répondrait, who is that guy? C'est qui? Je ne connais pas son nom. LSN Dramane Ouattara? Who is that guy? The president, the so-called president of Côte d'Ivoire, le soi-disant président de la Côte d'Ivoire. I don't know that guy. It is probably a neocolonialist subject. I don't know that guy. C'est sûrement un sujet néocolonial, je ne le connais pas. Que fait John Mahama Dramani au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Le président du Ghana négocie les marchés ghanéens. Le Ghana est un pays menacé de faillite. Le Ghana est un pays en déclin, en dégringolade économique. Le Ghana est un pays qui plusieurs fois a failli mettre la clé sous le paillasson parce que Nana Akufo-Addo l'a conduit aux abîmes par le surendettement. Donc John Mahama Dramani qui est là, lui son problème c'est de gagner le maximum de business avec l'AES. Quand il allait voir le président Assimi Goïta, il n'avait que des plans de business. Entraidons-nous pour combattre. S'il vous plaît, faites des affaires avec nous parce que nous sommes en train de tomber. Quand il arrive à Ouaga, entraidons-nous pour combattre. On va créer une ligne directe. Nous allons vous ouvrir tous les ports du Ghana. Tous les ports du Ghana vous sont ouverts. Ne passez même plus ailleurs. Ne cherchez même plus à Abidjan. Venez à Accra, venez à Tekoradi, venez à Koumassi, venez chez nous. Ne passez plus sur les autres. Sur les autres là, c'est trop long. Ah, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, John Mahama Dramani a transformé sa promesse de ramener l'AES dans la CEDEAO plutôt en une occasion de chercher des marchés pour le Ghana auprès de l'AES. John Mahama Dramani est venu avec humilité, avec modestie. Il est venu dire à l'AES, pardon, laissons l'affaire de la CEDEAO, faisons des affaires entre nous. Moi-même, John Mahama Dramani, si je vous dis que je compte sur la CEDEAO là, je mens.
Il n'y a rien de bon dedans. Voilà pourquoi, par une magie extraordinaire, le mot CEDEAO a disparu de la bouche de John Mahamad Dramani pratiquement pendant toutes les 3 visites. Il ne connaît plus le nom là. ECOWAS, CEDEAO. CEDEAO à Bana, Peu. Bori Bana, la course est terminée. Makabo Mambel, les Makabos sont cuits. Le type fait 3 capitales. Il ne prononce pas une seule phrase en faveur de la CEDEAO. Ça s'appelle la ruse et la prudence politique. Les Grecs appellent cela la phronésis. John Mahamad Dramani a roulé Alassane Dramane Ouattara dans la farine. Il l'a embaumé, il l'a frit dans l'huile chaude, il l'a sorti, il l'a séché, et il l'a mangé avec beaucoup de bruit, comme on mange le crabe. Quant aux autres et derniers défenseurs de la CEDEAO, combien y en a-t-il? Mbalo, lui, il a déjà quitté dans ça. Mbalo, lui, n'est plus dedans. Il dit que la CEDEAO ne fait pas la loi à Bissau. Qui défend encore la CEDEAO? Les aventuriers ambigus, motus, bouche cousue. Vous avez encore entendu le nom de Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans les affaires de la CEDEAO? Je suis un peu fatigué. Ah! On lui avait dit que ça allait le fatiguer. Qui défend encore la CEDEAO? Nana Akufo, comment il s'appelle le président nigérian là? Tinubu Adebola. Si tu parles à Tinubu Adebola de la CEDEAO, il recommence à dormir. On dit, mais président Tinubu, we are talking about ECOWAS. When I hear that name, ECOWAS, I got blood pressure. Vous savez que Tinubu ne regarde pas les réseaux sociaux. Il a expliqué personnellement que lui ne suit pas les réseaux sociaux parce que chaque fois qu'il regarde les réseaux sociaux, il a sa tension artérielle qui augmente. I don't follow social medias because when I follow social medias, I get blood pressure. Tinubu. Actuellement là, si tu veux augmenter la pression artérielle de Tinubu, il faut lui parler de la CEDEAO. Tinubu dit, I don't follow ECOWAS matters because when you talk about ECOWAS, it gives me blood pressure. Donc, qui défend encore la CEDEAO, mes chers amis? Aidez-moi. Le seul à continuer à défendre ce machin, ce truc moribond, ce truc démoniaque, cette organisation complètement vidée de toute substance, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et il a dit publiquement, lui Ouattara a dit, je ne dois rien à personne sauf à la France. Il a dit ou pas? Donc c'est pourquoi il défend la CEDEAO, puisque la CEDEAO était devenue un outil, elle était devenue le marchepied du néocolonialisme français. Vous vous en souvenez ou pas? Voilà. Donc Alassane Dramane Ouattara est désormais le seul défenseur de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest. CEDEAO à Bana, Peu. La CEDEAO est finie comme ça. La CEDEAO, c'est un petit jouet, un jouet de Noël abandonné, qui est resté dans la main de Ouattara tout seul. Alassane Ouattara se retrouve dans la situation du gars qui a un ballon. Il a un ballon, hein. Vous savez comment les gars qui ont les ballons sont difficiles à gérer en Afrique? Vous savez comment ils sont difficiles à gérer en Afrique, non? Quand vous organisez un match de foot dans nos quartiers, en Afrique, ou au village, en Afrique, avec le gars qui a le ballon. Parce que le ballon n'est pas répandu, hein. Les parents n'ont pas souvent des moyens énormes. Non, Talon n'est même plus dedans. Talon, il a d'autres problèmes là actuellement. Il est occupé à neutraliser son opposition et à essayer d'avoir une présidence à vie. CEDEAO, c'est pas son problème là maintenant. Alors, le gars qui a le ballon en Afrique, vous savez ce qu'il fait, non? Il peut être le plus grand des mouilleurs, c'est-à-dire le plus nul des joueurs. Il doit toujours jouer. S'il ne joue pas, qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez ce que le gars qui est le propriétaire du ballon fait, non? Si vous faites le partage des équipes et que le gars qui est le propriétaire du ballon ne joue pas, il ne discute pas. Il se penche, il ramasse son ballon et il commence seulement à sortir du terrain. Et tout le monde se met à courir derrière lui pour dire que non, viens, tu joues. Choisis ton poste, joue où tu veux. Vous connaissez cette scène? Alors, Alassane Ouattara, c'est le gars qui a le ballon. Sauf que le problème, c'est que les autres ont de meilleurs ballons que lui. Lui, il a un ballon de plastique. Alors que les autres ont de vrais ballons de cuir, des tangos solides. Hein? L'AES, là, c'est un ballon solide. Le président Assimi Goïta, le président Tchani, le président Traoré n'ont pas besoin du ballon percé de Ouattara.
Donc, Alassane Ouattara, c'est le gars qui a un ballon. Il croyait que son ballon intéresse tout le monde. Et tout d'un coup, les gars le laissent. Il reste seul au milieu d'un terrain avec le ballon percé. Les gars vont chercher un autre terrain, un terrain gazonné, un terrain bien entretenu, et il joue là-bas. Lui, avec son ballon percé, troué là, son ballon nul, son ballon koyo là, il reste seul avec ça, dans un stade abandonné. C'est Ouattara Draman. Alassane Draman Ouattara doit chanter un chant qu'on m'a appris en Pays-Bassa pour ceux qui sont abandonnés avec leurs conneries dans leurs mains. Il doit chanter ceci. Mentir nangwina mama mentir nangwine. Mentir nangwina mama mentir nangwino. Menunu ni CEDEAO toyobati meo. Mentir nangwina mama mentir nangwino. Mentir nangwina mama mentir nangwino. La traduction en langue bassa dit ceci. Me voici calé avec la nouvelle en main. Personne ne veut recevoir la nouvelle. Ouattara a la CEDEAO moribonde dans ses mains. Plus personne ne s'y intéresse. On dit, reste avec ton ballon crevé. Ouattara Draman joue à ça. Et il n'a pas compris que c'est ce message que John Mahamad Dramani lui adressait au moment de quitter Abidjan. Quand Dramani disait goodbye, Ouattara ne savait pas, stay with your bad ball. Stay with your ugly ball. Stay with your destroyed ball. Stay with your fake ECOWAS. I am going to the Sahelian State Alliance. I have wonderful businesses there. Ouattara n'a pas compris que la main de Dramani comme ça, à l'aéroport pour lui dire au revoir, consistait à dire, Draman, il faut rester avec ta CEDEAO pourri. Moi, je m'en vais faire des grands business avec les vrais fils de l'Afrique. Je m'en vais chez les vraies filles de l'Afrique, dans l'AES, pour faire des business pour redresser le Ghana. Je n'ai pas ton temps. Si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger. Donc, conclusion de ce deuxième sujet. Allez lire tous les communiqués qui ont sanctionné les visites du président John Mahamad Dramani au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Vous allez vous rendre compte que Mahamad Dramani est allé faire une visite pour les intérêts vitaux du Ghana et dans le cadre de la philosophie panafricaniste. La CEDEAO est le cadet des soucis de John Mahamad Dramani. Il n'est plus dedans. Alassane Draman Ouattara vient d'être humilié. Toute la propagande de la presse néocolonialiste française qui voulait essayer d'imposer le thème de John Mahamad Dramani, chargé de ramener, de gré ou de force, le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, eh bien, dans la CEDEAO, toute cette propagande s'est effondrée tel un château de cartes. Et voilà le point que nous voulions souligner pour saluer les autorités de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, à commencer par le président en exercice de la Confédération, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, le président Abdourahmane Tiani du Niger, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, pour la leçon de cohésion, d'unité, de cohérence, de solidarité, de consistance, de pertinence et de résilience qu'ils ont imposé à la CEDEAO. À travers la disciplination, ils ont discipliné la visite de John Mahamad Dramani sous forme de message à l'adresse de ceux qui croyaient pouvoir l'envoyer. Il y a un emblème qui s'est imposé pendant cette visite. Un emblème qui s'est imposé par sa majesté, par sa transcendance, qui s'est imposé par sa solennité pendant toute cette visite. Eh bien, dans l'AES, j'espère que vous connaissez l'emblème qui a trôné dans la scène, qui touche les cœurs, l'emblème qui fouette la fierté, l'orgueil des Africains. C'est le nouveau drapeau de l'AES. Écrivez ça. Le nouveau drapeau de l'AES. Les 3 dirigeants de la Confédération se sont arrangés pour placer le drapeau en perspective dans toutes les photos. C'est-à-dire que quel que soit l'angle à partir duquel tu filmes les scènes de réception dans les palais du président John Mahamad Dramani, le drapeau de l'AES entre dedans. Et le drapeau de l'AES est majestueux. Il est rayonnant. Il est lumineux. C'est un drapeau béni par les Africains. C'est un drapeau qui incarne le renouveau du panafricanisme du XXIe siècle. C'est un drapeau qui reçoit les énergies éthériques de l'amour des Africains. Quand nous, les Africains, on voit le drapeau de l'AES là, on est content comme si on avait gagné, je ne sais pas,
combien de milliards, et même plus que des milliards au loto. Quand nous on voit le drapeau là, on sourit seulement. Est-ce que ce que je dis est faux? Ne me dites pas que j'exagère. Quand nous voyons le drapeau de l'Alliance des États du Sahel, nous qui avons eu la chance de vivre à l'époque de la naissance de cette alliance, nous sommes contents. Même si dans la journée, nous avons eu des soucis. Même si dans la vie quotidienne, nous avons des soucis. Quand nous levons la tête et nous voyons le drapeau de l'AES, on dit ça va aller. Ça va aller. L'Afrique est en marche, l'Afrique est debout. Et cette visite du président John Mahamad Dramani est un hommage à l'Alliance des États du Sahel. John Mahamad Dramani, par sa visite, reconnaît la suprématie, la supériorité spirituelle, morale, politique, idéologique, la supériorité affective de la confédération de l'Alliance des États du Sahel sur le machin de bourricot de la CEDEAO. Et c'est ce que je voulais démontrer. C'est ce que je voulais démontrer à cette phase de cette émission.